Une dame de 76 ans atteinte de l'Alzheimer a été brutalement interpellée par des policières à l'intérieur même de sa résidence pour personnes âgées. Dans la vidéo qui circule sur les réseaux, on voit les policières qui s'en prennent violemment à la dame vulnérable, lui passent les menottes, la repoussent sur la chaise. Comme pour ajouter à l'injure, on a emmené la madame au poste, on l'a emprisonnée pendant une nuit avant de la libérer, ce qui risque, selon certains, de lui causer des séquelles psychologiques permanentes. Selon la famille de la victime, la dame est dans un état avancé de la maladie d'Alzheimer. Elle a été déclarée inapte. C'est une information qui était d'ailleurs connue des propriétaires et des gestionnaires de la RPA et qui aurait dû aussi être connue des policières lors de leur intervention. C'est un dossier quand même qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui là, partout au Québec. Je voulais un peu mieux comprendre. Stéphane Wall, superviseur retraité au SPVM spécialisé en usage judicieux de la force, est avec nous pour justement mieux comprendre. Bonjour Stéphane. Bonjour M. Gosselin. Merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez pu regarder la vidéo là, dont je parle et constater là, ce qu'il y a eu des photos aussi qui ont circulé. La madame a des ecchymoses partout sur le corps. Bon, vous êtes spécialisé en usage judicieux de la force. Je vous poserai directement la question. Est-ce qu'on voit là un usage judicieux de la force par les policières? En fait, il faut comprendre que pour utiliser la force, tout d'abord, il doit y avoir un motif légal d'intervenir. Les policiers qui ont tapé sur les lieux, on n'a pas les circonstances, mais on peut penser à possiblement un voie de fait ou une personne en crise. Donc, la base de l'intervention, c'est cela. Est-ce que les policiers ont eu toute l'information au niveau, bon, justement, du niveau de conscience de la bénéficiaire? Si oui, bien, peut-être qu'il aurait fallu utiliser d'autres techniques ou d'autres leviers juridiques pour pouvoir s'occuper de la madame et apporter les soins nécessaires. Sinon, c'est aux policiers, comme vous disiez en amont, de poser des questions pour bien cerner la situation parce qu'il n'y a pas d'urgence d'agir. Donc, qu'est-ce qui s'est fait dans ce cas-là? J'imagine qu'il va y avoir une enquête. Mais après ma barre, il faut se demander, est-ce que la dame a commis un acte criminel? Si oui, est-ce qu'elle a l'actus reus et le mens rea, c'est-à-dire l'intention coupable, puis l'acte de frapper? Ouais. Ça fait partie des éléments constitutifs pour accuser. Et si la personne n'a pas le mens rea, ben, l'arrestation n'est peut-être pas le bon outil là, dans une situation comme ça. Je Dans ce cas-là, comprends. il faudrait peut-être penser à une hospitalisation pour apporter des soins à la personne. Une fois la séquence, bon, les vidéos, là, une fois la séquence terminée, on a appris que la dame avait été appréhendée, transportée au poste, incarcérée pendant plus de 12 heures. Il y a les deux policières, mais mettons qu'on dit qu'il y a peut-être eu là, des manquements à l'information et tout ça. La séquence d'après, là, il y a d'autres personnels, là, je ne sais pas trop lesquels, peut-être un juge de paix, des gens au poste. Comment ça se peut qu'il y ait toutes ces personnes-là qui ont... La dame, elle est passée entre plusieurs paires de mains, là, puis il n'y a personne qui s'est posé la question de son aptitude, de son Alzheimer. C'est comme s'il y a aucune... Tu sais, il y a eu beaucoup de manquements, là, il me semble, dans cette histoire-là. Stéphane, j'essaie de comprendre comment c'est possible qu'une dame de 76 ans fortement atteinte d'Alzheimer soit malmenée comme ça à travers toute une série d'événements sans que personne cherche à faire un minimum d'empathie là, auprès d'elle. Selon moi, il y a une comédie d'erreurs, une succession d'erreurs, bien évidemment, de plusieurs instances. On ne peut pas le nier. Deuxièmement, on peut dire que des fois, il y a un manque d'expérience aussi. Donc, je peux vous garantir que ce genre de situation-là est déjà vu dans le passé. C'est pas la première fois. La différence, c'est qu'il y avait des vidéos. C'est pas rare que les centres hospitaliers vont contacter les policiers pour maîtriser un individu en crise en centre hospitalier. Et des fois, ça a dégénéré aussi. Je pense que les différents organismes se relancent la balle lorsqu'ils n'ont pas de solution. J'ai l'impression que là-dedans, il y avait un manque d'expérience, un manque de connaissances, puis on ne savait pas trop quoi faire avec la dame. Ce qu'on apprend de l'information, c'est que ça faisait peut-être 4-5 jours qu'elle était sous les lieux. Est-ce que le personnel sur place était capable de la gérer? Est-ce qu'il voulait se trouver Ouais. une façon peut-être de se débarrasser du problème, de dire elle n'est pas au bon endroit, c'est pas ici qu'elle devrait être. Elle est désorganisée, elle frappe les gens. Donc, on le voit, il y a un bénéficiaire qui est à côté d'elle pour l'accompagner presque à temps plein. Ouais. Une chose est certaine, c'est qu'avec toutes les circonstances, on parlait avant ça de la loi P38, lorsqu'il y avait un danger grave ou imminent pour une personne
ou pour quelqu'un d'autre, la sécurité de quelqu'un d'autre. Cette loi-là a été remplacée par la loi AP23 en juin de cette année. Et là, ben, les critères sont assouplis pour forcer un transport d'une personne qui est en situation à risque. Je pense que dans cette situation-là, est-ce que la loi était passée avant l'intervention des policiers ou pas? Je ne sais Ouais. pas. Mais je pense que sa place aurait dû être en consultation à l'hôpital pour voir son évaluation de danger, puis qu'un médecin en pleine charge. Ouais. Ben, c'est là, évidemment, tu sais, quelle que soit la loi, là, Stéphane, je veux dire, une petite dame de 76 ans qui doit peser 100 livres, là, à un moment donné, se mettre à la shaker comme ça, à la pousser sur une chaise. En fait, à un moment donné, je comprends qu'il y a des lois, je comprends qu'il y a des procédures. Là, on a appris d'ailleurs qu'il y avait qu'on l'avait accusé de voies de fait armées. Puis là, j'ai parlé avec la gang ici, là, aux enquêtes, là, puis à l'équipe de TVA, qui nous disent qu'elle aurait lancé son dentier. Là. Fait que là, je voulais comme un peu qu'on clarifie des choses. Là. Est-ce que tout objet qu'on lance, c'est une arme? Puis est-ce que c'est pas, à un moment donné, je comprends qu'on veut défendre les policiers, là, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans le délire quand on accuse une vieille dame de 76 ans, Alzheimer, désorganisée, de voies de fait armées pour avoir... Je veux dire... Tu sais, on a vu les images, Stéphane, à un moment donné. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on rit du monde un petit peu là, dans ce dossier-là, non? Le premier point pour répondre vraiment à la question, un voie de fait ou une agression armée, ça peut être tout objet qui est lancé vers une personne proche des policiers. Donc, ça peut être un crayon, parce qu'un crayon peut causer des dommages aussi à un œil, par Ouais. exemple. OK. Donc, on sait que c'est étiré, mais on n'a pas le droit de lancer des objets vers quelqu'un, d'un. Maintenant, dans cette situation-là, est-ce que les policiers auraient pu être plus patients, comme on l'a dit au début? Oui, il n'y avait pas d'urgence d'agir. Ce qu'on devait s'assurer, c'est d'isoler la patiente, de ne pas la mettre en contact avec d'autres peut-être bénéficiaires, s'assurer qu'elle ne frappera pas aucune autre personne, Ouais. parce qu'il faut prendre conscience aussi que le coup qu'elle donne au visage d'une autre bénéficiaire sur la vidéo, bien, cette bénéficiaire-là peut tomber au sol, se frapper la tête et peut en décéder. C'est déjà arrivé aussi dans le passé. Sans doute, ouais. Donc, chaque voie de fait, peu importe l'âge, ça peut causer des lésions à une autre personne âgée, exemple. Donc, je pense que c'est, comme je le répète, il y a une comédie d'erreurs. C'est des erreurs successives, des organismes qui se relancent la balle parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la problématique. Et pourquoi le DPCP a décidé d'accuser au niveau de l'agression armée, il faudrait poser la question au procureur d'un, parce que c'est eux qui accusent. Ouais, ouais, Maintenant, pourquoi le juge a dit qu'il fallait construire les procédures? Est-ce que c'est une question de s'assurer que le système de santé va prendre en charge la dame dans une étape ultérieure? Ça fait partie des possibilités, là. je Parce que comprends. je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est dit à la Cour. Tu l'évoquais un peu plus tôt, puis c'est aussi une information que j'ai validée, Stéphane, avant que tout ça sorte aujourd'hui dans les médias, évidemment. On m'a confirmé que les policières n'avaient pas été disciplinées, qu'il n'y avait pas eu d'aucune forme de procédure à leur égard. C'est quand même un peu particulier. Je veux dire, après, tu nous expliques la procédure très bien, là, puis je t'en remercie, mais il y a quand même peut-être un petit peu de formation là, à apporter à des gens comme ça qui interviennent dans des RPA, qui viennent violenter des grands-mères. Je veux dire, est-ce que c'est normal de voir ça puis de constater qu'après, il n'y a aucune forme d'intervention qui a été faite sur les deux policières? On laisse filer, on passe au prochain appel, combien de mémés on va violenter là, avant d'intervenir? Tu comprends? Je pense qu'encore là, il ne faut pas faire le raccourci qu'il n'y a pas eu d'intervention après. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est important que le superviseur soit au courant de la situation. Le superviseur qui a normalement un peu plus d'expérience que les deux policières ou deux jeunes policiers, ben, va prendre en compte différents facteurs, poser plus de questions peut-être. Donc, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça aurait dû être fait différemment? Maintenant, probablement qu'après la rétroaction, il y a un enquêteur qui a communiqué avec la famille. Il y a eu une rétroaction avec les policiers pour dire vous êtes-vous bien informé de l'état de santé de la madame? Donc, il y a sûrement un suivi qui a été donné aux policiers. Il ne faut pas dire que les policiers, ça passe comme du poil dans le poil. Il y a eu des rencontres, il va y avoir des ajustements qui vont être faits au service de police, ça, j'en suis convaincu. Maintenant, si c'était à refaire, est-ce que l'organisation, la RPA, contacterait les policiers? Peut-être qu'ils se contenteraient juste d'isoler la dame dans sa chambre, garder dans sa chambre,
pour pas qu'elle ait le contact avec les autres personnes, le temps qu'elle fasse des procédures en fonction du ministère de la Santé pour la surclasser, la classer au bon endroit. On verra ce qui va arriver, mais moi, j'ai l'impression que les accusations vont tomber et que la dame va être classée à bonne place. Là, je pense qu'à la lumière de tout le tapage médiatique auquel ils ont eu droit aujourd'hui, autant le service de police de Québec que le DPCP va se faire un peu guider vers une forme de correction. Stéphane Wall, merci beaucoup, comme d'habitude, de nous éclaircir là, sur les conditions et les règles qui entourent ce genre d'intervention. Je rappelle, Stéphane, que tu es superviseur retraité au SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. On enchaîne avec, pour un peu continuer à mieux comprendre, Sylvie Tremblay, qui est directrice générale du regroupement provincial des comités d'usagers. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. On parle donc de cette dame, là, Madame Tremblay, pas de lien avec vous, j'espère, Sylvie. Non. Qui était logée dans une résidence de catégorie 3, là, puis vous allez tout nous expliquer ça, et que son cas, donc d'Alzheimer avancé, correspondrait davantage à une catégorie 4. Pouvez-vous un peu nous démystifier tout ça? Parce que Stéphane Wall semblait dire qu'il y avait peut-être une piste là, de ce côté-là. Pour revenir un peu à ces merveilleux milieux d'hébergement que sont les RPA, c'est que vous savez que c'est des milieux privés et les gens qui arrivent, puis je ferai l'historique là des gens qui y vont, c'est-à-dire que c'est beaucoup des messieurs, mesdames qui, en bon québécois, cassent maison et vont en hébergement privé pour être en sécurité. Et ils arrivent souvent en déménageant dans un appartement, quelquefois pas trop luxueux, quelquefois luxueux, avec leur voiture et ils sont autonomes. Avec le temps, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui vont rester autonomes assez longtemps, d'autres vont avoir des petits bobos, et là, les catégories changent. Donc, dans une RPA traditionnelle, souvent, c'est des catégories 1 et 2 qu'on appelle, c'est-à-dire des gens hyper autonomes et des gens qui ont des petits bobos de santé comme c'est comme être en appartement avec une infirmière, là, mettons, là, qui passe de temps en temps. Là, c'est de la cohabitation. Vous avez des services en RPA, c'est-à-dire c'est un peu plus large que ça. Vous pouvez manger, vous avez des loisirs et tout ça est à la carte. Vous payez en fonction de ce que vous demandez. On connaît ça, effectivement, Mme Tremblay. Maintenant, dans les cas 3 et 4, là, c'est ça. Alors, le catégorie 3 est un problème en soi parce que beaucoup d'RPA et là, le ministère est un peu et le réseau de la santé est un peu négligent à ce niveau-là. C'est que les personnes qui commencent à avoir des problèmes importants de santé vont voir un médecin, vont voir un ergo, une physio, et là, il doit avoir des rapports pour le degré d'autonomie. Ce qui se passe, c'est que les gens ils peuvent arriver aussi en RPA en catégorie 3 qu'on appelle, mais c'est dans une évaluation assez floue, où il y a des gens qui ont des vrais problèmes cognitifs déjà, qui ont des problèmes de Parkinson, par exemple, ou des problèmes un peu plus graves, et là, on les met en catégorie 3. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les RPA en catégorie 3, et c'est assez inquiétant pour nous parce que elles n'ont pas nécessairement de suivi approprié et elles peuvent se dégrader assez rapidement. Et il n'y a pas toujours les familles autour. Les familles ne le savent pas trop non plus. Et donc, il y a un peu je dirais pas de négligence, mais oui, des fois de la négligence, mais au-delà, on parle de manque de ressources aussi, là, parfois, c'est-à-dire que... Je reviendrai là-dessus parce qu'on est très, 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 très inquiets. Mais je voulais vous poser la question, c'est ça. D'ailleurs, donc, la Madame Tremblay, pas vous l'autre, elle était donc catégorie 4. Elle ne devait pas être là. C'est ça, exact. Elle n'aurait pas dû être là. Alors, il y a quelques RPA qui ont des catégories 4, très peu. Et ces personnes-là ont vraiment des problèmes cognitifs. Ce que je comprends de cette ressource-là, c'est que c'était pas le cas. Elle aurait dû être en catégorie 4. Elle n'aurait pas dû aller dans ce RPA-là parce qu'elle avait déjà des problèmes cognitifs importants. C'est une personne qui avait
elle venait d'arriver, peut-être qu'il n'y a pas eu l'évaluation qui aurait dû être faite très rapidement, mais cette personne-là, à l'évidence, aurait dû être transportée à l'hôpital, puis là, on aurait fait l'évaluation pour un CHSLD, elle aurait pu aller en catégorie 4, mais ça s'est mal fait. Là, ça s'est mal fait. J'aimerais revenir sur les événements, là, parce que là, Madame Tremblay a été empoignée par les policières, menottée, emmenée au poste, emprisonnée, accusée. Une personne comme ça qui est désorganisée, qui est bon, je le disais en introduction, vous étiez peut-être pas à l'écoute, Madame Tremblay, mon propre père là, est décédé d'Alzheimer, je connais quand même bien la situation. Quel genre de séquelles psychologiques elle va avoir, là, cette dame, maintenant, là, qu'elle a vécu? C'est presque traumatique, là, ce qui lui est arrivé pendant cette période de 24 heures. Là. Ah, ben écoutez, c'est très néfaste. Moi, pour avoir une mère aussi, mais pas cette dame, qui a eu des problèmes cognitifs importants, c'est sûr que là, dans un contexte où, dans les premières heures où elle était perdue totalement, elle n'avait pas de repères, sa famille n'était pas informée, elle a été brassée un peu, il faut le dire correct. Oui, mais on le voit. Puis, en même temps, il n'y a personne qui a permis qu'elle parte à l'hôpital assez rapidement. Cette dame-là, bien sûr, il n'ira pas mieux, là. Alors, il faut absolument, dans les prochains jours, qu'elle ait une évaluation correcte là, dans un CHSLD pour que on fasse l'évaluation puis qu'elle ait quelque part où elle a un hébergement adéquat. Là. C'est parce que cette dame-là, elle est... de ce que je comprends, elle n'avait pas beaucoup conscience de ce qui se passait là. Non, mais elle avait très peur. Des moments de lucidité, j'imagine, entrecoupés de moments de confusion, là, comme c'est souvent le cas. C'est d'une grande, grande tristesse. Je voudrais vous poser la question, parce que vous connaissez certainement ce milieu-là des RPA beaucoup mieux que la plupart des gens. Pourquoi on appelle la police? Moi, c'est ça que... Bon, parce que je comprends qu'elle avait des comportements violents, mais on aurait pu appeler une infirmière, un psychiatre, un docteur, un deuxième garde de sécurité, je ne sais pas, mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on espère? Alors, d'ordinaire, je vais faire le parallèle avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ce qu'est la maladie, mais c'est pas comme ça que ça se passe en RPA. Quand il y a une personne qui est complètement en crise ou dans un RPA, on appelle l'ambulance. Et les ambulanciers arrivent et transportent les personnes dans les hôpitaux. C'est comme ça que ça se passe. Une personne dans une RPA qui fait une chute importante ou qui fait plusieurs chutes ou qui a le Parkinson ou qui a d'autres problèmes de démence, il y a un problème, il y a une crise, ils appellent les ambulances et l'ambulance vient et là, ils amènent la personne à l'hôpital. C'est comme ça que ça se passe. Ça aurait dû se passer comme ça et je ne comprends pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans cette RPA-là, il y avait des gros problèmes, je pense, de gestion. Il y avait des problèmes de personnel sur la formation, la capacité de comprendre les enjeux liés à des personnes qui ont de graves problèmes cognitifs. Et la panique a pris à bord. Et là, on a appelé la police, mais ça ne doit pas se faire. Et c'est à se demander qu'est-ce qu'on espérait qu'il arrive. Tu appelles la police. À ma connaissance, il n'y a pas de crime a été commis. Qu'est-ce qu'on pensait que les policiers allaient faire, là, justement, la mettre en prison? Je veux dire, une dame qui est inapte. Exact. On appelle l'ambulance. Alors, puis les gens qui nous écoutent, qui sont proches aidants, là, dans la façon de faire, il faut que quand votre mère, votre père, vos vieux, vos vieilles sont en RPA, là, ils sont en sécurité, il faut le dire. Mais dans les catégories 3 et 4, il faut être un petit peu plus vigilant. Puis là, il faut poser des questions. Ouais. Qui est formé? Est-ce qu'il y a des préposés aux bénéficiaires? Est-ce qu'il y a des infirmières auxiliaires? Est-ce qu'il y en a la nuit? Est-ce qu'il y en a les fins de semaine? Parce que les gens qui ont des problèmes cognitifs ne dorment pas la nuit souvent ou le soir et ils sont un petit peu plus agités. Donc, quel genre de personnel il y a dans cette ressource-là? Et justement, quel est le système quand les personnes arrivent quelque part? Comment ça se passe quand la personne a une crise ou décompresse ou autre chose? Comment on fait ça? Et là, les gens le savent. Mais ce que je comprends à l'évidence aussi, ce qui est complètement malheureux pour cette pauvre dame, c'est qu'on n'a même pas appelé la famille. Alors, écoute, ça se fait pas non plus. C'est même pas dans les règles de l'art, là,
dans une RPA de catégorie 3 et 4. Là. On fait jamais ça. On va espérer que des correctifs soient amenés à tout ça. Ça fait quand même plusieurs cas je souhaite, puis je vais le dire là, très, très profondément, parce que vous savez, comme vous l'avez dit, on est tous touchés personnellement avec nos personnes âgées. Là, on a tous des histoires. Alors, les proches aidants, là, leur maman, là, je suis tout cœur avec eux parce que c'est des moments difficiles et j'espère que cette dame-là va pouvoir avoir un milieu sécuritaire sans maltraitance bientôt. On lui souhaite absolument. Sylvie Tremblay, directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, merci énormément d'avoir été avec nous et de nous permettre de mieux comprendre. Je vais me tourner vers toi, Florence Lamoureux. On a reçu quand même pas mal de commentaires sur ce triste dossier. Pas mal de commentaires au 187 Cube Radio. Puis je vais faire une petite précision parce que vous êtes plusieurs à nous écrire à savoir pourquoi vous abordez pas le sujet de l'Alzheimer en ce moment. Pourquoi la famille n'a pas demandé, pas fait une demande pour cette dame. Mais comme pour précision, au Québec, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ne peut pas faire une demande d'aide médicale à mourir. Hein. Il faut être apte au moment de faire sa demande. Donc, évidemment, c'est impossible. Il y a des demandes anticipées qui peuvent être faites, mais même là, ça devient très compliqué à exécuter. Donc, non, ça n'aurait vraiment pas été possible pour cette dame d'avoir recours à ça. On ne peut pas avec la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà. Merci, Florence. Et vous pouvez évidemment réécouter tous ces segments ainsi que d'autres en visionnant le tout sur YouTube, sur le site cube.ca ou en téléchargeant l'application Cube. Merci.